Les décideurs de l'économie, le rendez-vous économique de Décideurs TV. On est en compagnie de Marc Toiti, Nicolas Bouzou. À tout de suite. Alors, bonjour Marc, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, on commence cette nouvelle émission par essayer de faire le tour d'horizon de faits marquants de l'économie. En ce moment, quels sont les indicateurs qui attirent votre attention? Est-ce que c'est la croissance chinoise? Est-ce que c'est l'immobilier américain? Est-ce que c'est l'euro? Qu'est-ce qui vous alerte? Bon, moi, je dirais que la nouvelle la plus importante de ces derniers jours, cette dernière semaine, c'est quand même la baisse de l'euro, bien entendu. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un an, on va se lancer des fleurs, mais il y a un an, j'étais pas très rare à dire que l'euro allait baisser vers 1,20. On brillait un peu au nez à l'époque. On y est aujourd'hui. On va tomber plus bas? Alors voilà, je pense qu'à court terme, non, parce que dans la mesure où cette baisse de l'euro, on aurait pu l'avoir il y a un an dans la douceur, on l'a eu cette année dans la douleur, c'est-à-dire avec cette crise grecque, cette crise européenne, qui est évidemment beaucoup plus grave qu'on a pu l'imaginer à la base. Donc c'est ça qui est un petit peu dommageable. Donc à partir du moment où on va calmer un petit peu le jeu, on va retrouver un peu de solidarité, je pense que même l'euro peut remonter un petit peu, peut-être vers 1,25 à court terme, mais qu'à moyen terme, par contre, je vois une baisse plutôt vers les 1,15. D'accord, une tendance baissière. On reste sur une tendance baissière. Nicolas, est-ce que c'est ça aussi qui vous alerte, qui vous retient votre attention, cette baisse de l'euro? Oui, enfin plus globalement la crise européenne. Alors c'est vrai que la baisse de l'euro est la bonne nouvelle, on va dire, de ces dernières semaines, mais fondamentalement ce qui me semble absolument central, et en réalité pas seulement ces prochaines semaines, mais je pense que ça va nous tenir un certain nombre d'années, c'est la façon dont les plans d'austérité, de rigueur, de discipline, d'assainissement, appelez ça comme vous voulez, mais la façon dont ils vont être calibrés, et surtout, est-ce qu'on va arriver à les rendre compatibles avec malgré tout une espèce de remontée de la croissance? Je crois que c'est possible. Je pense qu'on peut faire de la rigueur sans pénaliser la croissance. Mais ça demande de bien. Il y a un chemin de crête comme ça. C'est l'Allemagne qui semble trouver, en disant on baisse pas les impôts et comme ça on permet de ne pas entamer la croissance et on réduit les déficits en coupant dans les dépenses publiques. Alors de toute façon, il est clair que la voie à choisir pour les États européens se situe beaucoup plus dans la baisse de la dépense publique que dans la hausse des impôts. Il est clair que si on augmente les prélèvements obligatoires dans l'urgence, on va retomber très rapidement en récession. C'est un peu ce qui s'était passé d'ailleurs avec le plan de rigueur de 1995. Mais en revanche, si on est astucieux, il y a une voie qui permet de réduire les dépenses sans entamer la croissance. Je vous donne un exemple très précis qui est un exemple d'actualité. Si on met l'âge de la retraite à 63 ou à 65 ans, on fait des économies qui sont substantielles et bien évidemment, ça n'a pas d'impact négatif sur la croissance. Donc il faut vraiment réfléchir à ça, mais ça, c'est vraiment le défi de ces 10 ou 15 prochaines années. Oui, déjà, il faut le résumer. On est d'accord, des fois je m'entends parler, c'est bizarre. Oui, il y a de l'écho en fait. Mais donc ça veut dire que l'Europe est au centre du jeu en fait. C'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis. Attendez, justement, parce que nous on est européens, donc forcément on pense à ça, parce que c'est vrai que la baisse de l'euro justement qu'on attendait depuis plusieurs années, qui arrive aujourd'hui, enfin, c'est un peu la confiture qui va nous aider à faire passer la pilule de cette rigueur, ou cet assainissement plutôt budgétaire effectivement. Alors globalement, c'est vrai que néanmoins, la zone euro aujourd'hui c'est que 14,6% du PIB mondial. La Chine, ça sera en 2010 14% en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en isolant les différences du pouvoir d'achat. Donc c'est ça qu'il faut bien prendre conscience aujourd'hui, c'est que l'Europe n'a plus cette puissance qu'on avait il y a encore quelques années, sauf que bien entendu, si la zone euro explose, alors là, ça va générer un tel cataclysme qu'il y aura des conséquences. Sur la dépense publique, effectivement, je suis assez d'accord. Alors moi, je pense surtout, par exemple, aux dépenses de fonctionnement. Moi, j'ai encore vu les chiffres l'année dernière, les dépenses de fonctionnement en France ont augmenté de 14,4 milliards d'euros. C'est quand même quelque chose d'horrible. En 2009. Donc alors, on était en pleine crise. Donc c'est ça, je pense, la vraie difficulté aujourd'hui pour les dirigeants, c'est de dire, on ne peut pas dire aux Français ou aux Européens, serrez-vous la ceinture, il faut d'abord montrer l'exemple, réduire la dépense publique, et après, effectivement, on y arrive, aura une croissance plus forte. La difficulté, c'est qu'on a une mauvaise habitude en Europe, et on l'a bien vu en France encore récemment, qui consiste à annoncer des objectifs en matière de réduction des déficits ou de réduction de la dépense publique qui sont très ambitieux. Or, ça ne sert à rien de se dire, on va être à 3% du PIB de déficit en 2013, parce que de toute façon, on n'y sera pas, et la question n'est pas là. La question est plutôt, il faut plutôt se donner une obligation de moyens plutôt qu'une obligation d'objectifs. Un peu comme les Allemands, encore une fois, dans la Constitution, dire on ne va pas dépenser plus qu'on ne gagne. Voilà, et il faut plutôt dire, alors évidemment sur les dépenses de fonctionnement, là encore, je crois qu'on est complètement d'accord, il vaut mieux se dire, voilà, dans tel ou tel ministère, on peut externaliser tant et tant de milliards au secteur privé, on peut faire de la mutualisation là, et ça c'est efficace. Et il ne s'agit pas de faire 50 milliards d'euros d'économie en 3 ans, c'est pas ça la question, mais c'est d'essayer quand même d'approcher le cap des 9-10 milliards par an, mais surtout en se donnant vraiment des moyens extrêmement précis et crédibles. Si on peut les faire, ça serait bien quand même. Parce oui, que mais si on regarde depuis 2002, encore une fois, les dépenses de fonctionnement, depuis 2002, ça fait plus 87 milliards d'euros. C'est ça qui est inacceptable, je veux dire, aujourd'hui. Et pourtant, tous les ministres du budget, quels qu'ils soient, même on peut reprendre les déclarations depuis 20 ans, toujours la même chose. Ne vous inquiétez pas. Il faut attendre une dégradation du triple A.
Non, je pense que malheureusement, ça peut arriver, hein, mais j'espère pas tout de suite. Je pense que ça n'arrivera pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que là, en toute façon, les enjeux de notation. Non, mais je veux dire, on le fera que quand on sera dégradé. C'est ce que disent certains. Certains disent ça aujourd'hui, on va attendre vraiment le vrai clash pour réagir. Ça sera trop tard. Oui. Donc, il ne faut surtout pas attendre ça, parce que vous savez, c'est le grand discours des politiques français. Vous dites, oui, mais en France, on ne sait pas faire des réformes, on sait faire que des révolutions. Certes, sauf que les révolutions, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc, je pense que c'est ça la vraie difficulté. Par contre, moi, je vois vraiment une année charnière au niveau européen, au niveau français, c'est 2012. Parce qu'effectivement, il y a des élections. Et là, évidemment, les agences de notation, elles vont regarder quel va être le programme des futurs dirigeants. Si c'est clair que c'est encore une augmentation des dépenses publiques, comme on entend parfois, etc., je pense que le triple A, on va le perdre en une semaine. Quoi. Bon. Donc, Juste en 3 secondes, comme sur le triple A, il faut quand même faire attention à cette question. Je suis d'accord, pas tout de suite, mais si vous regardez l'ensemble des pays qui sont dotés triple A, vous vous rendez compte que la France est celui pour lequel le prix des CDS, c'est-à-dire des assurances finalement contre les défauts de paiement, est le plus cher. Donc je dirais qu'en quelque sorte, faut garder en tête le fait qu'on est le moins bon des bons élèves. Voilà. Oui, et avec un spread qui s'écarte en plus maintenant entre la France et l'Allemagne. Donc quand même, on est sur Ça, c'est un signal important, ça. Très important. Moi, ce débat, alors là, on en parle beaucoup, effectivement, mais il y a 10 ans, on savait très bien que la France ne méritait pas son triple A. Ça fait 10 ans qu'on ne le mérite pas. On l'a parce qu'on est la France. Donc on a un rôle géopolitique, etc. Mais sinon, si on regarde vraiment les critères stricto sensu de façon rigoureuse, on ne devrait pas maintenir le triple A. Donc les agences de notation sont presque sympas aujourd'hui à l'égard de la France. Donc il ne faut pas oublier ça. La réaction des marchés, ça va se calmer ou il va y avoir une pression de plus en plus forte justement sur les économies européennes? Je pense que globalement aujourd'hui, les marchés, c'est vrai qu'on a vu un beau démarrage depuis un an, sur les marchés boursiers du moins. Et puis c'est vrai que pendant 6 mois, 9 mois, on n'a plus entendu les Cassandres, on les voyait plus. Puis là, avec cette crise européenne, alors là, ça les a remis en selle et de nouveau ils reviennent. Donc de nouveau les craintes sont en train de s'installer. Donc c'est vrai que la peur est un petit peu revenue quand même sur les marchés. Je pense que le seul moyen de les rassurer, c'est déjà de calmer un petit peu nos dissensions en Europe. Et puis parallèlement, c'est vrai qu'il y a cette croissance américaine qui est là, qui va résister, qui va créer de plus en plus d'emplois. Et c'est ça qui va finir par rassurer les marchés définitivement. Par exemple, l'indice de la peur, l'Euribor qui monte, ça c'est quelque chose qui pose problème, y compris au-delà des marchés pour l'économie. Mais oui, parce qu'on voit bien malgré tout que cette crise européenne elle a quelque chose à court terme d'inextricable. C'est-à-dire qu'on est face à un déni de réalité. Et on le voit bien en France. C'est-à-dire typiquement, on continue de dire non, il n'y a pas de problème de dette publique, le triple A, on ne va pas le perdre, etc. Donc quand on est face à un déni de réalité, c'est ce qui est le plus inquiétant, alors qu'on voit bien qu'il y a un problème. Et en même temps, il faut, alors ça c'est le côté noir du tableau, et en même temps, il faut bien comprendre que la croissance dans le monde est revenue. Et là, mea culpa, elle est revenue un peu plus vite que ce que les économistes en général avaient prédit, notamment aux États-Unis où on est parti pour. Alors Marc va nous dire qu'évidemment lui, c'était pas le cas. Non mais faut être honnête, je veux dire, c'est vrai que l'année dernière on m'a assez tapé sur le dos pour dire non, c'était trop optimiste. Donc c'est bon, maintenant qu'on y est, c'est bien. On a une croissance aux États-Unis qui est d'ordre de 3%, donc ce qui reste relativement correct. Et donc on voit bien que le problème, malgré tout, est circonscrit à la zone euro. Mais dans la zone euro, il y a un autre problème, là encore, dont on a du mal à voir la solution à court terme, qui est la dissension franco-allemande. Évidemment, le fait qu'on ait une politique coordonnée n'est pas la solution à tous les problèmes, puisque la cause, c'est le surendettement des États. Donc la solution du problème viendra du désendettement des États, mais malgré tout, on voit bien que les déclarations allemandes à l'encontre des pays de la zone euro en tant que telle, de la politique de la Banque centrale américaine qui, selon eux, aura des aspects de plus en plus franco-français d'une certaine façon, on voit bien que tout cela est de plus en plus critiqué et on ajoute de l'incertitude à l'incertitude. Qu'est-ce qu'on dit aux chefs d'entreprise qui nous regardent? Quel est finalement le conseil ou la conséquence de ce problème économique? Alors, comme on a envie de voir les choses en rose, d'une certaine façon, on leur dit extraordinaire nouvelle. Et là, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. On a un problème de compétitivité et d'exportation en France, avec un euro à 1,20. Et moi, je pense qu'il va encore descendre beaucoup. Il est descendu à 80 centimes en 2000. Il peut parfaitement redescendre à 90 ou 80 centimes. Donc l'euro va encore redescendre et ça, c'est une chance extraordinaire pour nos exportateurs. Donc ça, c'est le bon côté. En revanche, à tous nos amis entrepreneurs qui travaillent pour le secteur public, les entrepreneurs des travaux publics par exemple, attention, on entre dans une cure de désintoxication forcée à la dépense publique qui va durer plusieurs années. Un mot de l'augure Marc Totti sur l'euro dans un an, alors, parce qu'on fera l'émission dans un an. Oui, il faut faire attention, parce qu'il y a un an, je pensais que c'était le cas de Nicolas, mais il y a un an, beaucoup d'économistes disaient l'euro va aller à 1,60, à 2 euros. Bon, très bien. Donc, il faut faire attention aujourd'hui. C'est les mêmes qui disaient il y a un an, on va monter à 2, aujourd'hui ils disent on va descendre à 0,80.
Si on descend à 0,80, c'est pas forcément bon, parce que ça veut dire que la crise européenne a continué et que globalement on a une situation difficile. Par contre, je pense qu'à partir de l'été prochain, la Réserve fédérale américaine va commencer à laisser imaginer une hausse des taux d'intérêt, et c'est là, effectivement, l'été prochain, c'est-à-dire le mois qui vient. C'est 2010. Et là, à partir de là, effectivement, le dollar va continuer à remonter, et donc l'euro, pour moi, il doit se stabiliser, allez, autour des 1,15, ça serait l'idéal, parce que 1,15, ça arrange tout le monde, ça arrange les Américains, ça nous arrange nous aussi. Alors, mais ça n'arrive jamais, ça. Alors, tu as raison sur le fait que le taux d'équilibre est 1,15, mais on est toujours au-dessus ou au-dessous. C'est vrai, c'est ça le problème. Ouais. Sauf que j'ai envie de dire que au niveau de l'impact positif, effectivement, quand l'euro baisse, il y a les avantages sur les exportations, il y a aussi l'avantage sur les producteurs nationaux qui sont en compétition avec les produits importés, qui vont être rendus plus chers par l'euro moins fort, et donc vont retrouver une compétitivité. Donc effectivement, l'euro va nous ramener, je pense même que malgré la cure d'austérité, on peut retrouver 2% de croissance l'année prochaine dans la zone euro grâce à cette baisse de l'euro. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et alors les chefs d'entreprise, c'est-à-dire quoi? Aller sur les marchés émergents, aller en de toute façon, moi je pense que les chefs d'entreprise, notamment en France, on les voit tous les jours, leur chance, c'est que ils sont habitués à travailler entre guillemets dans l'adversité. C'est-à-dire qu'en France, on a tellement de rigidités, de problèmes, etc., qu'ils sont finalement habitués. Donc il faut être, je dirais, de plus en plus innovant, de plus en plus, je dirais, aller à l'international, etc., profiter de la croissance mondiale qui est à 4% et pas rester simplement dans la zone euro. Bon, merci pour toutes ces explications. On finit par une petite rubrique lexique. Cette semaine, on va parler des ventes au détail. Qui donne la définition des ventes au détail? Les ventes au détail, c'est très simple. C'est les dépenses donc, de consommation, finalement, donc, des ménages, là, en l'occurrence, c'est aux États-Unis. Ouais. Donc c'est un indicateur qui est mensuel, qui sort début de mois. Alors il est en valeur, c'est-à-dire avec effectivement l'inflation. Donc si on le veut en volume, donc hors inflation, il faut enlever l'inflation. Donc c'est vrai que c'est un indicateur avancé de la consommation, donc qui montre finalement la résistance ou pas. Donc la semaine dernière, on l'a vu, ça fait déjà depuis le début de l'année qu'on avait une forte croissance. Donc là, il y a une baisse assez logique finalement, mais néanmoins ça n'aurait pas en cause le fait que la consommation reste sur une dynamique de croissance forte, avant même la baisse du chômage qui vient seulement de commencer, donc la consommation restera le premier moteur de la croissance américaine. Nicolas, pourquoi c'est important donc ces ventes au détail? Parce que dans les pays développés, la consommation reste malgré tout la principale composante de la croissance, et donc c'est vrai que si on a envie d'avoir une idée un peu prospective sur la croissance, il faut regarder les ventes de détail. Aux États-Unis, c'est vrai, on pourrait prendre l'exemple, en France ça s'appelle pas les ventes de détail, ça s'appelle la consommation de produits manufacturés, ça tombe tous les mois, ça représente à peu près un tiers de la consommation. Et c'est important aujourd'hui parce que, je reviens sur 2 minutes sur la France, 2 secondes sur la France, mais on est passé d'une situation d'avant-crise où on avait une consommation qui était plus rapide que la croissance finalement, donc qui était plutôt propice à tous ceux qui sont dans la distribution, les industries de biens de consommation, etc., à une situation, notamment en raison du chômage, mais aussi de la baisse de l'euro, où on a une consommation qui est stagnante et qui va moins vite que la croissance. Et ça, c'est vraiment c'est un changement en France. On n'avait pas connu ça depuis 10 ans. C'est pour ça qu'on regarde ce chiffre avec intérêt. Merci à tous les deux. Vous voyez, ça bouge ici sur le plateau de Décideur TV. À bientôt pour une nouvelle émission.